Mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais remercier le groupe Transit pour cette invitation. Je vous parle au nom de Myria, le Centre fédéral migration. Nous avons 3 missions principales: veiller aux droits fondamentaux des étrangers, renseigner les autorités sur les flux migratoires de toute nature et lutter contre la traite et le trafic des êtres humains. Nous participons comme membres observateurs au groupe Transit. Nous n'avons pas participé à l'élaboration de ce rapport, mais il constitue évidemment pour nous une pièce précieuse que nous allons, sur laquelle nous allons travailler et sur laquelle nous allons peut-être pouvoir nous appuyer. Alors en effet, Selma vient de nous parler de la notion de flagrant délit. Dans le court temps qui m'est imparti, j'aimerais vous dire quelques mots de la notion d'ordre public qui en effet pourrait être l'objet d'une dissertation de philosophie sans trop de problèmes. J'aimerais aussi glisser un petit mot sur la détention, enfin sur le retour programmé des familles avec enfants en centre fermé ou en construction d'habitation, comme on dit, et terminer surtout sur la question de la transparence, qui est à mon avis le véritable critère permettant de juger si les politiques dont nous parlons depuis ce matin sont justes et respectueuses des droits fondamentaux ou non. Alors, c'est quoi l'ordre public? Notion dont nous entendons souvent parler. Elle est aussi fréquemment utilisée que finalement assez floue. Elle n'est en effet définie avec précision ni dans la loi ni dans la jurisprudence nationale européenne. Il y a 2 exceptions. D'une part, ça vise l'ensemble des valeurs fondamentales communes à une société déterminée, à un moment donné. D'autre part, le maintien matériel de l'ordre pour éviter les troubles. Et vous voyez que la combinaison de ces 2 aspects permet potentiellement, si on ne l'encadre pas mieux, de faire de la notion publique le levier pour à peu près faire tout et n'importe quoi. La loi sur les étrangers de 80 s'y réfère à de très nombreuses reprises, notamment en tant que motif de refus d'accès au territoire ou motif de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de motif de décision d'éloignement ou de maintien en centre fermé. Il faut quand même mentionner que la directive relative aux droits des citoyens de l'Union spécifie ceci, je cite: « Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. » En pratique, pourtant, la notion d'ordre public est régulièrement inclue dans des ordres de quitter le territoire, se basant sur des éléments tels que les procès-verbaux dont l'intéressé a pu faire l'objet, l'usage de faux documents, le travail au noir, le fait d'avoir pu faire l'objet de poursuites dans le cadre d'un mariage de complaisance, etc. Or, cette notion d'ordre public a des conséquences extrêmement directes et sérieuses. Sur le plan administratif, elle a pour effet de supprimer le délai d'exécution de la décision. Elle a aussi pour effet de porter une interdiction d'entrée à 5 ans. Elle est pourtant encadrée par certains éléments de jurisprudence que je ne vais pas vous citer parce que je n'en ai pas beaucoup le temps, mais notamment dans une décision de détention, le Conseil d'État a déterminé qu'il revient à l'autorité d'évaluer la réalité d'une infraction imputée à l'étranger en tenant compte, c'est toujours une question de proportionnalité, de la balance entre l'intérêt public et les droits fondamentaux. Et sur ce volet-là, ceux que ça intéresse peuvent retrouver un développement dans notre rapport de 2013. Myria a une position consistant à demander que certes l'État puisse disposer toujours d'une marge de pouvoir discrétionnaire là-dessus, mais qu'un certain nombre de critères soient clarifiés et ancrés dans la loi, en référence à la directive dont je vous ai parlé, ces critères pouvant être la réalité et l'actualité de la menace, le fait de se fonder sur des faits concrets imputables personnellement à l'étranger en question, le caractère suffisamment grave de la menace et bien sûr surtout le droit pour l'étranger d'être entendu. Et il nous semble, c'est un peu toujours le même problème comme pour la régularisation, les visas humanitaires, il nous semble qu'un pouvoir discrétionnaire doit pouvoir se marier avec la garantie de critères exposés et définis dans une loi, ou en tout cas dans une mesure réglementaire qui permet de garantir les droits fondamentaux et d'éviter que la notion d'ordre public ne soit une sorte de joker qui permet de faire passer des mesures qui ne respectent pas les droits fondamentaux. On a déjà parlé très brièvement de la détention des familles avec enfants, et je sais que c'est prévu dans la suite, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Mais tout de même, on est à 2 doigts d'un vrai retour en arrière. Puisque, comme vous le savez, jusque 2008, tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur d'ailleurs,
enfermait des familles avec enfants en centre fermé, et on était arrivé en effet à une vraie plus-value depuis 2008, c'est l'existence depuis 2008 de ces unités d'habitation non carcérales où les familles peuvent résider. Certes, il y a encore occasionnellement des familles qui séjournent en centre fermé, mais c'est assez exceptionnel et assez court. C'est le cas en général dans la période de temps entre un séjour dans une maison de retour et un éloignement. Et le projet du gouvernement, à partir de l'automne prochain, bon, ce n'est pas exactement un retour à 2008, c'est vrai, puisqu'on conserve le système des maisons de retour et des autres alternatives à la détention, mais on crée un palier supplémentaire en permettant, si les deux premières étapes ne fonctionnent pas, de programmer le retour des familles avec enfants, pas en centre fermé, vous diront les autorités, dans une unité d'habitation à construire et qui seront adaptées. Alors là, c'est un beau débat sémantique qu'on pourrait avoir avec le gouvernement et l'Office des étrangers. Qu'est-ce qu'une habitation carcérale adaptée à l'intérêt d'un enfant? Nous, chez Myria, on ne voit pas trop. On ne pense pas que ça peut se jouer avec un aménagement, même avec plus d'espace, même, et encore heureux que ce soit le cas, avec le fait que les enfants ne soient pas en état de promiscuité avec les adultes. Pour nous, là, il y a une ligne rouge qu'on avait réussi, en deçà de laquelle on avait réussi à se mettre, qui est de dire il n'existe pas de bonne motivation pour enfermer des enfants en centre fermé. Bien sûr, les autorités nous disent qu'il s'agit de le faire seulement pour une durée aussi brève que possible, ce qui n'est pas très indicatif. Est-ce que c'est 24, 48 heures ou peut-on le craindre beaucoup plus? Nous pensons qu'il n'y a pas de bonne motivation là-dessus et que, puisqu'en effet, on a déjà un peu parlé de chiffres, le gouvernement semble trouver des moyens pour construire des nouvelles places en centre fermé, eh bien, investissons plutôt, si on veut vraiment continuer à faire des politiques d'expulsion et d'éloignement, dans les alternatives à la détention qui fonctionnent pas si mal. On parle souvent de fait que dans ces maisons de retour, une bonne partie des familles disparaissent. Une bonne partie. Sur 149 familles en 2015, vous en avez 58 qui ont disparu dans la nature. Toutes les autres n'ont pas été expulsées. Vous avez quand même un bon tiers au bout du compte qui est passé par une maison de retour et qui a donc collaboré à son éloignement du territoire. Ça veut quand même dire qu'il existe une marge possible pour procéder à pour éloigner des gens sans enfreindre leurs droits fondamentaux. Il ne faut quand même pas oublier qu'on parle de gens qui doivent faire le deuil d'un trajet migratoire, qui acceptent d'une manière ou d'une autre l'idée du retour et qui y collaborent. Donc, puisqu'on trouve des moyens pour détenir des gens en centre fermé, il nous semble qu'on devrait plutôt utiliser ces moyens pour favoriser les alternatives à la détention. Et enfin, et c'est le point le plus important de mon intervention, je veux dire, la question de la transparence. Pierre Arnaud on a dit un mot, je vais vous dire d'abord un tout petit mot de la commission des plaintes, avant de parler de la question de la transparence de manière générale. Pierre Arnaud Perotti a parlé de la commission des plaintes en qualifiant ce mécanisme d'indigent. Il est vrai que, quand vous regardez 10 ans de bilan de fonctionnement, ce que nous avons fait dans un de nos rapports, on a analysé la période 2004-2014, c'est un peu comme ici aujourd'hui, eh bien, on remarque que les constats que nous faisions en 2008 sont toujours les mêmes et que, bien qu'il existe une commission des plaintes, qui est supposée donc recueillir les plaintes des détenus ou des résidents en centre fermé, il y a quand même encore beaucoup de progrès pour qu'on puisse dire qu'on est en face d'un circuit qui marche. La bonne information des détenus quant à l'existence de ce mécanisme est problématique. Il n'y a pas de permanence organisée par le secrétariat permanent. Et donc les détenus sont contraints de déposer leur plainte auprès de la direction. Chacun peut comprendre que ça n'a évidemment rien d'évident. Les conditions de recevabilité de ces plaintes sont très strictes. La procédure est écrite. Les délais d'introduction sont très courts. Il n'y a pas de procédure de recours contre une décision d'irrecevabilité. Et le fonctionnement et l'activité de la commission des plaintes restent relativement opaques. La loi prévoit que cette commission des plaintes doit nous envoyer un compte-rendu des dossiers de plainte, ce qu'elle fait, mais de manière télégraphique. C'est-à-dire qu'on reçoit de temps en temps un courrier expliquant le nombre de plaintes qui ont été introduites, le nombre de plaintes qui ont été déclarées irrecevables, et c'est tout. Voilà, ça nous permet éventuellement de remplir des tableurs Excel, mais ce n'est pas très utile pour nous permettre de juger de la qualité du contrôle qui peut être ainsi fait. Nous avons fait beaucoup de recommandations en ce genre. Pierre Arnaud avait aussi parlé des statistiques. Je les cite complètement sur cette période parce qu'ils sont éloquents. En effet, en 10 ans, 373 plaintes ont été introduites, dont 226 ont été déclarées recevables. Sur ces 226 plaintes, 9 ont été déclarées partiellement fondées.
Mais rappelons qu'au cours de cette même période, vous avez plus de 77 000 personnes qui ont été détenues. Le simple fait de mettre ces statistiques ensemble vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et enfin, je terminerai avec ça. Vous l'avez peut-être vu dans le Standard de la semaine dernière, enfin, dans toute la semaine, le Standard a fait une série extrêmement intéressante sur les conditions d'éloignement des personnes expulsées du territoire. Il a pu le faire en accédant, après avoir été au Conseil d'État, puisqu'il n'a pas obtenu ses pièces tout de suite, en accédant à des rapports de l'inspection générale. Et ce récit permet de lever un coin du voile sur quelque chose qui est une véritable petite boîte noire. C'est les conditions réelles aujourd'hui dans lesquelles se déroulent les éloignements forcés des étrangers. Alors nous, c'est quelque chose qui nous inquiète parce que nécessairement, le moment où des personnes vont être expulsées du territoire, c'est sans doute le moment où les droits fondamentaux des gens sont le plus à risque, puisque nécessairement, ils sont l'objet de mesures de contrainte. Après la mort de Semira Adamou en 1998, de gros progrès avaient été faits. Les commissions Vermeersch avaient été mises en place. Il y a une recommandation de ces commissions qui n'a jamais été mise en application et que nous rappelons régulièrement, c'est de créer une commission permanente pour la politique d'éloignement. Puisque certes des choses ont été faites, l'inspection générale, AIG, a été mise en place, mais tout ne fonctionne pas encore parfaitement, d'une part parce que il y a de nombreux manques. L'AIG, quelle que soit la bonne volonté des gens qui y travaillent et que nous avons pu rencontrer, manque de moyens, d'effectifs. On peut questionner en partie leur indépendance, puisqu'il y a une question de détachement. Et puis surtout, c'est l'accès aux pièces qui pose problème. Le contenu de ces rapports, qui nous est même refusé par le ministre de l'Intérieur à nous, Centre fédéral migration, alors que nous estimons que notre loi nous permet d'y accéder, contient quand même des informations qui, selon nous, sont importantes. Le déroulement chronologique de chaque tentative d'éloignement, les informations sur le nombre de contrôles effectués, le nombre de retours forcés, les moyens de contrainte utilisés, les atteintes à l'intégrité physique, tout ça, à notre avis, est d'intérêt public et devrait l'être. On pourrait même imaginer appliquer des recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture en procédant à des enregistrements qui permettent à des interlocuteurs comme des ONG de vérifier que tout se déroule correctement. Rappelons aussi que la Belgique fait partie des 4 mauvais élèves européens à ne pas encore avoir ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture, OPCAT, comme on dit dans le jargon de notre milieu, et qui prévoirait pourtant, mais le gouvernement a dit qu'il le ratifierait, donc attendons tout de même, qui prévoirait pourtant qu'un mécanisme de contrôle indépendant renforcé se fasse sur ces structures. Je termine là-dessus, pourquoi ? Parce qu'un gouvernement peut avoir le droit de mener une politique stricte vis-à-vis de ses frontières, vis-à-vis des gens qu'il estime qui n'ont pas droit de résider sur le territoire. Mais tout ça doit se faire d'une part avec des balises. Nous pensons par exemple, c'est pour ça que j'en ai parlé, l'interdiction de principe du fait qu'on mette des enfants en centre fermé est l'une des balises, mais surtout en toute transparence. Parce que si l'opinion publique, qui est un acteur essentiel, c'est l'opinion publique qui se fait une opinion et puis qui élit des représentants qui vont développer une politique. Si l'opinion publique n'a pas les moyens de se rendre compte si la proportionnalité est au rendez-vous, alors on a une carence démocratique. Parce que vous pouvez expulser des gens, mais vous pouvez les détenir, mais ça a des coûts. Des coûts à la fois en termes de droits fondamentaux. Alors, est-ce qu'on est prêt à les assumer en fonction de l'objectif visé qui est d'expulser des gens hors du territoire ? Pardon de le dire, ça a aussi des coûts financiers. Ce n'est pas seulement le citoyen que ça concerne, c'est aussi le contribuable. C'est une politique qui coûte extrêmement cher. Là encore, si on veut qu'il y ait un vrai débat citoyen, notamment dans des campagnes électorales, mais aussi dans des lieux comme celui-ci, et c'est un beau symbole que nous puissions parler de transparence dans ces lieux de représentants de la nation, eh bien alors il faut qu'une transparence maximale, voire totale, soit faite sur les moyens qui sont mis en œuvre pour détenir et expulser des étrangers et le gain, entre guillemets, qui en est réellement obtenu et sur le coût important que cela engendre en termes financiers évidemment et en termes, le plus important, de droits fondamentaux. Je vous remercie.